Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Les centres commerciaux sont-ils en train d'agoniser? De nombreuses boutiques mettent la clé sous la porte en Ile-de-France. C'est en tout cas ce que révèle un rapport qui montre que les fermetures sont en train d'accélérer à l'échelle nationale, mais aussi en Ile-de-France. Comment l'expliquer? On en parle en tout début d'émission avec nos spécialistes. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec une histoire romanesque, celle d'un lieu qui a autant fasciné la littérature que le cinéma. Nous reviendrons sur l'incroyable histoire du 36 quai des Orfèvres en compagnie de celui qui en a occupé la direction pendant 35 ans. Il s'appelle Claude Cancès et il sera sur ce plateau avec nous d'ici un court instant. Et enfin, nous conclurons cette émission avec celui que vous attendez tous, notre rockstar des sorties. Bernard Babkin, journaliste culture à Madame Figaro, vous invitera au théâtre afin que vous puissiez découvrir les meilleurs spectacles du week-end. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Grégory Carré, vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Vous occupez la fonction de président de la Confédération des petites et moyennes entreprises Paris et vous présidez également le cercle de réflexion Étienne Marcel. Soyez le bienvenu autour de la table. Et enfin, Brice Sokol, vous êtes politologue et auteur de Comment les imaginaires transforment la France. Soyez également le bienvenu dans cette émission. Alors, je vais commencer cette séquence pour vous donner un chiffre qui montre la fragilité des centres commerciaux en Ile-de-France. Selon les données de la société Codata, qui est spécialisée dans les études sur l'offre commerciale et qui ont été relayé également par nos confrères du Parisien, en Ile-de-France, le taux de vacances est passé de 17,5% à près de 20% en un an, de 2023 à 2024. Grégory Carré, est-ce qu'on assiste là à une malheureuse parenthèse ou bien c'est un phénomène durable qui va s'installer dans le temps ? Alors, difficile d'y répondre. Allez, je vais mettre une petite pièce, je vais dire que c'est une parenthèse. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un double effet. Alors, il y a quand même des questions sur le long terme, mais là, il y a un effet conjoncturel qui est quand même assez violent. On sort un peu du Covid, on sort de deux ans de très forte inflation. Là, maintenant, il y a une incertitude politique internationale et nationale. Ça ne pousse pas à consommer. Donc, on va être sur un phénomène de compression de la consommation, notamment dans le commerce physique. Oui. Et donc là, ça va se constater à très court terme. Maintenant, à moyen terme, il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Je pense que les centres commerciaux restent quand même relativement fréquentés. Il y a souvent des grandes surfaces alimentaires. L'hyper et le supermarché restent quand même le modèle dominant pour l'alimentaire. Et puis, ils sont peut-être en mesure de s'adapter. Il y a des lueur d'espoir, il y a des services de loisirs qui se développent, des choses comme ça. Donc, en revanche, il faut évoluer. Il y a une très forte compression de la consommation à très court terme. Il y a de la concurrence d'Internet et de la seconde main pour le textile, par exemple. Mais il y a quand même des lueurs d'espoir. Vous partagez cet optimisme, oui, Bernard Cohen-Haddad ? Je suis optimiste parce qu'il y aura toujours des achats, parce que les consommateurs aiment consommer, même si la Covid-19 a été une révolution dans la relation, à la fois au travail, mais aussi à l'achat. Ouais. On veut donner du sens à ces achats, mais le commerce d'hier, ce grand commerce, ces grands centres commerciaux, ce que j'appelle, moi, le grand commerce de grand-papa, pour moi, il est mort parce qu'il faut une autre dimension au commerce, il faut une autre attraction, une autre attractivité. Et lorsque le consommateur, qui est devenu un consomme-acteur, se déplace, il ne se déplace pas uniquement pour faire un achat, il veut autre chose parce que aujourd'hui, il fait un achat rapide, sécurisé, sans se déplacer chez lui à travers le e-commerce. Et c'est ça, pour moi, qui est une vraie révolution. C'est la relation du consomme-acteur, tout simplement, à l'achat. Ça veut dire que les centres commerciaux doivent se repenser. C'est peut-être un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça, Brice Sokol ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les boutiques ferment dans les centres commerciaux, c'est aussi parce que la société est en pleine mutation. Alors, la société est en pleine mutation, mais moi, juste une parenthèse. Toutes les boutiques ne ferment pas. Les centres commerciaux sont apparus dans les années 60. Il y en a à peu près 800 en France. C'est 18 millions à peu près de mètres carrés. Ouais. Et il faut bien savoir qu'en gros, donc, chaque centre commercial, c'est entre 400 et 600 emplois. Ouais. Donc voilà, ces centres commerciaux sont répartis sur l'ensemble du territoire national. À Paris, il y en a à peu près 300. Alors quand on dit centre commercial, évidemment, il y a des galeries marchandes, il y a des hyper. Voilà. Mais les centres commerciaux
fonctionne très très bien aujourd'hui. Vous avez 7 millions de personnes qui tous les jours vont encore dans les centres commerciaux. Mais le défi aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est le défi, c'est qu'il va falloir repenser la manière, le commerce et la manière de consommer. Les gens ont changé leurs habitudes. Vous avez des contraintes environnementales aussi qui changent l'évolution de ces centres commerciaux. Vous avez le rapport aux produits, le rapport à la consommation. Tous ces nouveaux paramètres doivent être pris en compte par les acteurs du commerce. Mais comment expliquer que ces boutiques ferment si elles sont toujours fréquentées? À un moment donné, si vous avez la demande qui est là, c'est que ça doit fonctionner, en toute logique. Alors, comme pour les centres commerciaux, pour les boutiques, il y a différentes fortunes. Il y en a pour qui ça va se maintenir, il y en a qui vont beaucoup souffrir. Sur le textile, inéluctablement, ça va être très compliqué. Si on regarde sur le long terme, si on regarde sur 20 ans, les consommateurs ont divisé par 2 proportionnellement le montant qu'ils consacrent au textile. Pour des raisons écologiques et économiques aussi? Alors, non, pas forcément écologique, économique. Alors, il y a d'autres secteurs de la consommation qui ont pris de la place, des choses qu'on ne voit pas. Vous payez beaucoup plus cher vos assurances, vous mettez beaucoup plus dans des choses comme ça, qui sont les dépenses préengagées, les abonnements aussi. Donc, ça laisse moins de place à d'autres. Et donc, le textile, on en achète moins. On a été confiné quelques mois, donc on a pris aussi un peu moins l'habitude peut-être de soigner l'apparence. On a aussi une population qui vieillit. Et donc, les grands consommateurs de textile, c'était quand même plutôt les plus jeunes. Donc, comme ils sont moins nombreux, là, vous allez avoir quelque chose qui va se résorber. Vous avez de la concurrence Internet. Mais pour le textile, c'est compliqué. Pour d'autres secteurs, il y a effectivement des choses qui peuvent évoluer. L'alimentaire, alors pas seulement la grande surface alimentaire, mais les commerces de bouche. Mais en revanche, il faut changer aussi, parce que c'est vrai que le restaurant traditionnel souffre. Il y a d'autres structures qui peuvent marcher. Et puis, il y a peut-être quelque chose à explorer sur les loisirs. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais il se passe des choses dans les centres commerciaux. Il y a peut-être des espaces de jeu, les escape games, je ne sais pas, qui peuvent créer un nouveau lieu de rendez-vous. Et là, il y a des opportunités. Donc, ça va être dur pour certains commerces, il faut évoluer. Pour d'autres, il y a des marges de... C'est ça, Brice Sokol, il faudrait revoir en fait le centre commercial peut-être comme un lieu de vie finalement. En fait le centre commercial d'aujourd'hui et de demain est un lieu de vie. Avant, on y allait pour faire ses courses. Je schématise. Aujourd'hui, dans un centre commercial, vous avez des cabinets de médecine, vous avez du loisir, vous avez des cinémas. C'est-à-dire qu'on refait société dans un centre commercial. Ce n'est plus qu'une coquille dans laquelle on va consommer. Donc oui, il y a des boutiques qui souffrent, comme vous le disiez justement. Il y a d'autres activités qui arrivent dans les centres commerciaux. Nous, on a une image du centre commercial un peu urbain. Mais dans la ruralité, moi j'ai beaucoup travaillé sur ruralité et centres commerciaux, parce qu'il ne faut surtout pas opposer le commerce de centre-ville et les centres commerciaux. Il y a une complémentarité. Et les gens vous disent, mais dans les villages, moi, j'ai mon commerce, mon centre commercial, il est à 15 km. Et pour moi, c'est un commerce de proximité. Donc, il faut vraiment relativiser cette dichotomie entre le cœur de ville et les centres commerciaux. Je pense que le sujet, il est plus aujourd'hui sur le e-commerce et le commerce physique, vous en parlerez. Mais voilà, ça devient des lieux de vie, des lieux d'échange, un espace social commun. Est-ce que c'est ça la planche de salut du centre commercial? C'est de faire en sorte qu'il y ait en effet dans un même espace des lieux de loisirs, des pôles de santé et en même temps aussi des commerces avec de l'habillement, de l'alimentation. Il y a un vrai enjeu, c'est déjà l'attente du consommateur. Et l'attente du consommateur, elle est pour quitter le système des hypercentres commerciaux de milliers de mètres carrés. Aujourd'hui, ça, c'est mal perçu par le consommateur. C'est pour ça qu'il y a un foisonnement dans les villes de ces magasins city, magasins market, je ne veux pas citer de marque, mais qui sont en profusion, c'est-à-dire on va aujourd'hui pour l'achat journalier en proximité. Et il y en a aujourd'hui beaucoup. En revanche, ça a été très bien dit à l'instant, l'attente du consommateur quand il se déplace, parce que l'avantage du centre commercial, qui est en périphérie, contrairement au commerce du centre-ville, c'est qu'on peut y aller en voiture. Parce qu'aujourd'hui, regardez à Paris, allez faire vos courses dans Paris, il faut vraiment avoir une envie, puisque vous avez les zones de trafic limité, vous avez les zones ceci, vous savez cela, bref. Donc l'avantage du centre commercial, c'est qu'on peut y aller en voiture et on peut y aller en famille. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il se réinvente, effectivement, parce qu'il faut qu'il soit un hub, j'appelle ça un hub de commerce, de services, et aussi d'attractivité. C'est-à-dire qu'il faudra bien entendu qu'il y a déjà des pharmacies, des médecins, des kinés, mais aussi des garderies, une capacité de faire des activités, ça peut être tout simplement de la peinture, des ateliers de cuisine, et puis aussi des services. Et une fois que ce centre commercial est redimensionné à l'attente des consommateurs, parce que dans
un territoire, y compris de celui de l'Île-de-France, qui est extrêmement atomisé. Vous avez aussi des trous dans la raquette en Île-de-France. Il faut des endroits où le consommateur trouve l'ensemble de ses activités, du commerce, de la petite industrie et des services, y compris des services à la personne, où on pourra demain venir payer tel ou tel avantage ou problème fiscal. Oui. C'est ça l'avantage du, du nouveau centre commercial, avec un bémol. Et là-dessus, je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué les uns et les autres. C'est pourquoi aussi il y a certains centres commerciaux qui se vident de leur commerce. Ce n'est pas uniquement parce qu'il n'y a pas de consommateurs, c'est parce que les retails ont tendance à maintenir des beaux commerciaux extrêmement productifs. Voilà, on va y revenir, ça effectivement. Et donc ça, je suis désolé Damien, j'ai un peu avancé. Non, vous avez raison. Ça fait partie, parce que tout à l'heure, on a évoqué les dépenses contraintes, qui sont les assurances, qui sont l'électricité, qui sont les emprunts, etc. Mais le fait qu'un certain nombre de retails maintiennent des loyers extrêmement importants, font en sorte que ceux qui ont une faible marge, ils n'y arrivent plus. Et ça, on va y revenir justement, parce que c'est un très bon point que vous soulevez, mais qu'est-ce qui a changé finalement depuis le siècle dernier, les années 2000 ? Parce que j'en ai compté à peu près, et je parle sous votre contrôle, Bernard Cohen-Haddad, 219 centres commerciaux d'une surface de plancher égale ou supérieure à 5000 m². C'est énorme, c'est-à-dire qu'au siècle dernier et dans les années 2000, les centres commerciaux fleurissaient comme des petits pains, si j'ose dire. Et aujourd'hui, en fait, on en vient à les fermer. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque ? Alors, ils ont eu déjà plusieurs courbes, hein, c'est-à-dire que ça a commencé assez tard en France par rapport aux États-Unis, c'est plutôt les années 60, autour des grandes surfaces alimentaires. Là, en plus, on était dans une période où la France s'équipait. Donc là, ça a beaucoup marché, ça a beaucoup attiré, et donc il y a eu une très forte croissance. À partir du milieu des années 75, comme aujourd'hui, il y a eu une petite crise. Il y a eu le choc pétrolier. Là, ça a beaucoup calmé les ouvertures. Ça a mis quelques temps à reprendre. Ça a repris, à mon avis, plutôt fin des années 90, début des années 2000. Là, plutôt avec d'autres structures. Ils se sont un peu réinventés, plutôt des plateformes un peu plus souples, un peu plus ouvertes. Et puis l'équipement de la maison, qui a beaucoup fonctionné à cette époque-là. Nous, Que Choisir, on a eu des années, dans les années 2000, vous savez, on fait beaucoup de tests de produits. On vendait des dizaines de milliers d'exemplaires tous les mois sur des tests de produits. C'est fini ce temps-là, ça n'existe plus. Mais les gens se sont mis à beaucoup s'équiper. Il y avait une marque suédoise d'équipement, d'ameublement, mais il y a aussi tout l'électronique qu'on a changé. On a remplacé nos vieilles télés par des écrans plats, on a commencé à acheter. Voilà. Donc il y a eu toute cette phase-là. Ça a beaucoup progressé. Et puis c'est vrai que on n'a pas mesuré est-ce que 2020 a changé, mais 2020, ça a été, c'est vrai, une vraie rupture. Pourquoi 2020 avec le Covid, c'est ce que avec vous le Covid, et on a été quand même un peu enfermés chez nous. On a changé nos méthodes de consommation. Ça veut dire qu'on est resté chez soi. Il y a des gens qui sont peut-être pas ressortis tant que ça. Je pense que le cinéma n'a pas retrouvé, même si ça a été mieux l'année dernière, mais parce qu'on parle, il y a des cinémas dans ces centres commerciaux, mais le cinéma n'a pas retrouvé les chiffres d'avant. Les restaurateurs non plus. Le textile non plus, voilà, on n'a pas mesuré à quel point ça a changé plein de choses et des gens sont peut-être pas retournés comme ça. D'autant qu'à la différence des restaurateurs, c'est que lorsque vous voulez manger effectivement au restaurant, il faut que vous vous déplaciez, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas aller au restaurant sur Internet. En revanche, quand vous voulez acheter une paire de chaussures, vous pouvez aller sur Internet. Et le e-commerce a tout changé aussi. J'imagine que là, ça a aussi boosté beaucoup les ventes sur Internet et au détriment des commerces physiques. Oui, en fait, le centre commercial de demain, c'est à la fois de l'hybridation physique et de l'hybridation digitale. Aujourd'hui, vous avez du click and collect, vous avez du home delivery, vous avez du smart shopping. Voilà, c'est aussi ça pour les centres commerciaux de s'adapter, c'est-à-dire à la fois physique et digitalisation, et puis la multiplication des activités, comme on soulignait précédemment. Mais aujourd'hui, la ville... en Ile-de-France en tout cas, la ville rejoint les centres commerciaux. Donc c'est vrai que les centres commerciaux qui faisaient des 30 000 m², 25 000 m², 40 000 m², aujourd'hui il faut les repenser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des discussions entre ces propriétaires de centres commerciaux et les collectivités. Il y a des grandes zones de parking. Aujourd'hui, on les cède à la collectivité, on négocie avec la collectivité et on crée du résidentiel. Donc le résidentiel, progressivement, rejoint là aussi les centres commerciaux. Donc aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires supérieur ou égal à avec 20 000 m², à l'époque, ce que l'on faisait avec 35 000 m². Donc voilà, c'est le centre commercial, aujourd'hui, participe et doit participer à repenser la ville. Et lorsqu'on parle des commerces, et des commerces qui sont en souffrance dans les centres commerciaux, mais pas que, ça ne nous a pas échappé, nous avons une crise du logement. On a une crise de logement depuis plusieurs années dans ce pays. Mais là elle est saillante. Il y a quelques années, les commerces qui vendaient de l'équipement fonctionnaient très bien. Aujourd'hui, ils fonctionnent très très mal. Parce que nous avons de plus en plus de mal à devenir propriétaires. La crise du logement a des conséquences
sur certaines boutiques. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que en fait, le centre commercial, c'est le réceptacle aussi de nos modes de vie et de notre société. Et pour illustrer ce que vous dites, il y a même des logements qui vont parfois être construits aussi à la place de certains centres commerciaux. Ça va être le cas au Quai d'Ivry, dans le Val-de-Marne. Oui. Voilà, absolument. Alors, début 2026, les travaux sont prévus à ce moment-là. Une partie devrait être détruite au profit d'un parc et également de logements. Vous, Bernard Cohen-Haddad, quand vous entendez cette information-là, vous réagissez comment? Parce que ça fait aussi moins de place pour les commerçants, d'une certaine manière. Écoutez, Damien, c'est mieux que des allées vides qui ne sont pas sécurisées, dans lesquelles les consommateurs et les commerçants ne veulent pas rester. Parce que le but, c'est que ce soit agréable. Donc, qu'on fait aujourd'hui repenser le commerce à travers une mixité sociale, une mixité économique et une mixité aussi environnementale, avec des endroits où il n'y a pas que des parkings à voitures, sans aucun arbre, sans aucun espace vert, c'est extrêmement positif. C'est aussi ce qu'on est en train de faire, et nous, on est en train de penser, l'ensemble de nos organisations, dans l'ensemble de l'Île-de-France. Il faut donner à l'activité marchande une capacité d'apporter de l'apaisement dans un monde qui ne l'est plus, qui est extrêmement, comment dirais-je, violent. On l'expliquait tout à l'heure. Vous évoquez aussi la capacité d'aller se restaurer. Mais aujourd'hui, on ne passe pas 2 heures au restaurant. Oui. Donc il y a dans ces centres commerciaux de nouvelles enseignes où on mange sous le pouce. Il y a aussi des grandes enseignes de qualité dont les repas, les menus sont faits par les grands chefs. Et puis il y a quand même une dimension qui me semble extrêmement importante, c'est que nous sommes dans une difficulté que vivent les Français, c'est le pouvoir d'achat. Et que le panier moyen aujourd'hui ayant beaucoup diminué, on ne fait plus toutes ces courses à la fin du mois. On les fait plusieurs fois dans le mois et on s'ajuste. Et quand on a besoin, pour finir la semaine, d'un paquet de pâtes, de la viande hachée, 2-3 fruits et une tablette de chocolat, on ne va pas à l'hyper pour prendre sa voiture, on va à côté. Même si c'est un tout petit peu plus cher, parce qu'en temps, en confort et en qualité, y compris en lien sociétal, on sait que c'est beaucoup mieux pour nous et c'est beaucoup mieux pour la planète. Il y a aussi cette dimension-là. Et Grégory Carré, lorsque une boutique ferme dans un centre commercial, elle va où exactement? Est-ce qu'elle ferme définitivement et le propriétaire doit faire un autre métier, très clairement, ou bien est-ce qu'elle rouvre ailleurs, dans un endroit où peut-être, et on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, les beaux commerciaux sont plus intéressants? Je suis davantage pessimiste sur les centres-villes, notamment les centres-villes des villes moyennes, que sur les centres commerciaux. Non, je pense qu'effectivement, il y a une compression de la consommation qui est violente. Les chiffres que vous avez annoncés en début, c'est impressionnant, l'explosion du nombre de mètres carrés vacants. Donc il y a effectivement, je pense que ces achats déjà se compressent et vont peut-être un peu plus se détourner vers le e-commerce. Donc je pense que ce n'est pas pour du commerce physique, c'est parti sur d'autres commerces et c'est bien pour ça que le centre commercial doit se réinventer en essayant de retrouver une autre activité et j'ai peur que ces pentes de la consommation soient perdues pour au moins du moyen terme. Il y a une transition numérique à envisager, j'imagine, aussi pour les oui, le e-commerce gagne tous les ans plusieurs pourcents dans sa chalandise, y compris à travers la vente à distance via les cartes bancaires, et ça c'est vrai. Il y a un commerce qui change, une relation au commerce. Le e-commerce fait partie de nos habitudes. Et c'est pour cela que le commerce de ville, de proximité, ne doit pas disparaître. Encore faut-il, excusez-moi, que certaines municipalités, vous voyez qui je veux dire, je pense seulement à la mairie de Paris, ne soient pas anti-commerce, même si certains, comme Emmanuel Grégoire, essaient de faire leur aggiornamento. C'est vrai que j'allais vous relancer là-dessus. Non, mais c'est déterminant, le commerce de proximité, a fortiori à Paris, parce que, en fait, dans nos études, on voit très bien qu'un commerce de proximité, pour les gens qui habitent un quartier, c'est une identité. Et si vous enlevez le commerce, vous enlevez l'identité de ce quartier. Et ce qui est dommage, c'est qu'à Paris, on constate depuis plusieurs années, on a de nombreux commerces qui ont fermé et des quartiers qui ont progressivement perdu leur identité. Je pense, moi je suis souvent dans le 8e arrondissement, autour de le quartier de la Madeleine, qui était un quartier où vous aviez vraiment un certain nombre de commerces de proximité qui progressivement ferment, pour des raisons dont on pourra parler tout à l'heure. Mais en fait, à chaque fois que les commerces ferme, voilà, c'est un quartier qui perd de son patrimoine, parce que le commerce c'est aussi du patrimoine. C'est aussi, on a toujours une vision marchande du commerce, alors qu'on devrait avoir, c'est aussi une vision patrimoniale, c'est une vision de vivre ensemble, c'est une vision sociétale, voilà. Et
il ne faut surtout pas avoir qu'une vision purement marchande du commerce. Le commerce, c'est l'aménagement du territoire, c'est savoir vivre ensemble, c'est reconnaître une identité à son quartier, à sa rue, et c'est dans ce monde de mondialisation. Voilà, je pense que pour une majorité de gens, c'est important d'avoir à côté de chez lui un boucher qu'il connaît, un charcutier qu'il connaît, un café où il a l'habitude d'y aller le matin, etc., etc. Je veux pas faire le... Voilà. Mais je pense que il faut ramener le commerce à ce qu'il est aussi. Et est-ce que les pouvoirs publics ont l'intention de le faire? Parce que la revitalisation des centres-villes est devenue une forme de priorité politique aussi. Depuis 2018, vous avez Action Cœur de Ville, qui a été mise en place par l'État, via l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui fonctionne notamment dans les villes moyennes. Je crois qu'il y a un nouveau plan qui a été mis en place pour les petites villes de France. Ça fonctionne. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique. Le commerce ne s'improvise pas. Pour qu'il y ait du commerce, voilà, il faut des gens qui rentrent dans ces commerces-là. Pas parce que vous allez poser... Et donc, ça nous oblige à repenser la ville. Si vous voulez du commerce, il faut du flux. Ouais. Si vous voulez du flux, il faut ramener de l'activité dans les cœurs de ville. C'est pas que du commerce, c'est de l'activité. Quand vous ramenez la poste en cœur de ville, quand vous ramenez un service public, quand vous ramenez une entreprise en cœur de ville, ce sont des gens qui vont consommer. Ouais. Et donc, construire la ville autour du commerce, c'est un ensemble. C'est pas parce que vous allez ramener tel ou tel commerce que ça va fonctionner. Oui. C'est un écosystème à ramener. Mais le nerf de la guerre, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'argent finalement. Le bail commercial, c'est ça le problème majeur, au-delà du e-commerce, effectivement des concurrences à droite à gauche, ça reste quand même le loyer qu'on doit payer à la fin du mois. Alors moi, c'est mon cheval de bataille depuis des années, vous le savez, Damien, c'est de dire que les baux commerciaux doivent être à la hauteur des attentes des consommateurs et surtout des entreprises. Aujourd'hui, des baux commerciaux prohibitifs n'encouragent pas le commerce parce que les marges sont de plus en plus réduites. C'est vraiment un combat que je mène depuis des années, y compris vis-à-vis des bailleurs sociaux. À Paris, je parle à Paris, je vous rappelle qu'à Paris, il y a quand même 63 000 boutiques. Ouais. Une grande partie d'entre elles, dont les propriétaires sont les bailleurs sociaux, RIVP, Paris Habitat, 3F et compagnie. Ils ont des loyers qui sont aujourd'hui au prix du marché. On a même vu des loyers qui, en renouvellement de bail, augmenter de 100%. C'est-à-dire ce qui coûtait par exemple 20 000 euros était, après 9 ans, puisque c'est de bail 369, à 20 000 euros. C'est inadmissible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de commerces de proximité ferment dans des quartiers, ça a été dit justement, où il n'y a aujourd'hui plus rien, c'est-à-dire qu'on a des rues mortes, alors que ça reste l'âme de Paris. C'est un vrai enjeu débat. Ça sera le prochain enjeu des municipales, de savoir comment on fait en sorte que le commerce réinvestisse la ville, ainsi que notre industrie. Ça fait partie du lien sociétal, ça fait partie du lien de sécurité, ça fait partie aussi tout simplement du mieux vivre, travailler ensemble dans la cité. Mais ce que vit Paris n'est pas à la hauteur de ce qui est vécu dans d'autres municipalités en Île-de-France. Il y a des communes moyennes et petites en Île-de-France qui, je ne veux pas les citer parce que je ne veux pas mettre en avant l'une ou l'autre, qui aujourd'hui ont cette conscience de faire en sorte de privilégier le commerce de proximité parce que tout simplement, lorsqu'on veut faire réparer un appareil électroménager qu'on n'a pas eu le temps de regarder, bien entendu, comment s'en sortir à travers Que Choisir, eh bien, c'est bien qu'il y ait un artisan qui va vous dépanner votre machine à laver, qui va dépanner votre lave-vaisselle et que vous n'allez pas attendre 3 semaines avant de pouvoir faire réparer. C'est ça. Et aujourd'hui, des élus municipaux font attention à cela à travers l'économie circulaire, à travers de la récupération, à travers des pièces détachées. Il y a une stratégie régionale pour l'économie circulaire dont j'étais le rapporteur, la région Île-de-France. C'est ça l'enjeu de demain, c'est la seconde main et c'est aussi vendre des produits de qualité sur la longue durée. On a bien compris, dans les centres-villes, aujourd'hui, les loyers sont assez exorbitants. Dans les galeries commerciales, je n'irai pas vraiment si je dois ouvrir ma boutique de vêtements. Admettons, je cherche à implanter ma boutique, vous voyez, de prêt-à-porter. Je sais que je ne vais pas forcément aller au centre-ville, je le répète, parce qu'effectivement, les loyers sont prohibitifs. Je ne vais pas aller dans les galeries commerçantes parce que, on en a parlé tout à l'heure, ça devient un peu compliqué. Je m'installe où si je veux être commerçant aujourd'hui ? Alors, avant de me poser la question de je m'installe où, je me posais la question de qu'est-ce que je vais vendre. Vous avez parlé du prêt-à-porter. Voilà. J'irai pas vers le prêt-à-porter. Ah, vous n'iriez pas là-dedans ? Ah oui, mais moi j'ai envie de vous habiller, moi. Vous voyez, non, mais c'est chinois, attention. C'était quasiment 10% de la consommation il y a 20 ans, maintenant c'est 5%. C'est pas un secteur porteur aujourd'hui, c'est ça. Vous me conseilleriez de ne pas aller forcément là-bas. En fait, en y réfléchissant autour du... En fait, tous les produits... Tout ce dont on a parlé, quand on regarde sur le long terme, on constate que les gens ils consacrent moins d'argent. Pas parce qu'ils sont plus riches, il y a un peu plus d'épargne, mais c'est parce qu'il y a d'autres dépenses qui ont pris le pas. Et donc ça pose vraiment la question de l'aménagement du territoire. Parce que
quand vous dépensez beaucoup plus pour vous loger, vous en avez parlé, plus pour vos assurances, plus pour vos services médias, plus pour la taxe des déchets, par exemple, a beaucoup augmenté, bah, ça vous laisse moins d'argent pour dépenser les produits. Bah, du coup, pour les commerçants, ça va devenir difficile de trouver parce que le gâteau est beaucoup plus étroit. Le premier pôle de dépenses, c'était l'alimentaire il y a 20 ans. Il s'est fait dépasser par le logement. Mais dans le logement, bah, ce sont des dépenses contraintes. Ce ne sont pas des dépenses qu'on va retrouver. Parce que l'équipement de la maison, lui, il s'est effondré. Le secteur transport, il a un petit peu augmenté, mais ce n'est pas la vente de véhicules. Oui. C'est le coût d'utilisation du véhicule, assurance, carburant, etc. Donc tout ça, ça a complètement changé la structure de la consommation. Et tout ce qui était produit, acheté, l'habillement et tout ça, bah ça a beaucoup diminué. Donc c'est très difficile. Où aller dans une zone commerciale, est-ce que les zones commerciales sont peut-être plus intéressantes aussi en termes de loyer, par exemple? J'irai dans dans des endroits qu'on valorise de plus en plus. Certains étaient contre, mais je trouve que c'est très bien. Et vous allez dans une gare. En fait, il faut aller où vous avez du flux. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous allez du flux. Regardez la rénovation de la gare Saint-Lazare, c'est un succès. La rénovation de la gare Montparnasse, enfin toutes les gares, sauf la gare du Nord. Il y a eu toute une polémique autour de la gare du Nord, mais malheureusement, ce n'était pas qu'un centre commercial, c'était l'aménagement de tout un quartier. Oui. Donc, je trouve que une gare n'est pas qu'un endroit où l'on va prendre un train. Absolument. Voilà, certains disent si, il ne faut pas de commerce dans les gares. Non, les commerces dans les gares fonctionnent. On a un plan quand même. On a un plan à travers le Grand Paris Express d'aménagement des gares. Je laisse terminer. En service de proximité, encore faut-il, excusez-moi parce que c'est important que ce ne soit pas uniquement des grandes enseignes qui puissent y avoir accès, parce que quand dans les gares, comme dans les centres commerciaux, vous avez des loyers prohibitifs, ce sont toujours les mêmes qui s'installent parce que les mêmes peuvent perdre de l'argent sur le long terme. C'est vrai qu'il a raison, Bernard Cohen. Généralement, on voit des grandes chaînes de fast-food, des grandes marques. Il faut valoriser aussi le commerce de proximité. Vous savez, en Italie, il y a quelques années, les pâtes, je pense aux pâtes, parce que la gastronomie italienne est classée patrimoine. Et vous aviez une loi qui interdisait à un centre commercial de pouvoir vendre de la gastronomie italienne à moins de, je ne sais plus, c'est 3, 4, 5 ou 10 km d'un centre-ville. Et c'était une manière de protéger ce patrimoine culinaire. Moi, je trouve dommage qu'en France, on ne puisse pas arriver à protéger notre patrimoine culinaire. C'est une parenthèse, mais ça fait partie aussi du commerce. Mais c'est vrai, Brice Ocol, aussi, je voudrais revenir sur nos centres commerciaux qui, quelque part, sont aussi un poumon de l'économie locale. Pour ainsi dire, il y a des centaines de milliers de Français qui parfois transitent par ces endroits. Quel est le poids de ces espaces dans l'économie locale aussi? J'imagine que ça fait vivre des territoires entiers aussi. C'est énorme. Ce que je vous disais tout à l'heure, un centre commercial, c'est entre 400 et 600 personnes. Et c'est de l'emploi de proximité. Et c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisable. Donc oui, ce sont des lieux, j'allais dire, sociaux importants et sociétaux importants. Donc on a souvent une vision parisienne du centre commercial. Mais vous allez partout en France. Il y en a partout. Et les gens se sont appropriés leur centre commercial. Comme ils s'étaient appropriés. Et c'est un endroit de rencontre aussi, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y a un vrai lien social dans ces centres commerciaux. La seule différence entre l'étude que nous avons faite avec Frédéric Dabi, entre les urbains et les ruraux, c'est que les urbains veulent vivre dans le commerce une expérience. Aujourd'hui, ceux qui ont du pouvoir d'achat. Les ruraux, on va faire des dépenses, comme vous le disiez justement, contraintes. Parce que l'inflation, parce que le pouvoir d'achat, parce que les crises successives. Donc il y a une manière de consommer et d'aborder le commerce qui est un peu différent. Mais c'est vrai que c'est le lien entre les Français, j'y reviens, qui est abîmé à travers la disparition de ces boutiques. Parce que, je ne sais pas, messieurs, d'où vous venez exactement, mais je me souviens, par exemple, lorsque j'étais enfant, que je me rencontrais avec mes amis collégiens, n'est-ce pas? On allait justement dans les centres commerciaux pour se balader, pour boire un café, pour prendre le goûter. Ça est en train de disparaître aussi. Le commerce physique souffre, oui, c'est clair. En 20 ans, en 30 ans, ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a des lueurs d'espoir. Alors, on parlait de l'Italie. Le centre commercial ne marche pas trop dans les pays du Sud, mais à la fois le climat fait que vous pouvez aller dans les centres-villes et puis ils sont quand même assez climatisés. Mais dans les pays nordiques, ça marche très bien. En Allemagne, ça marche davantage. Mais eux, ils ont créé même des centres commerciaux où vous avez des infrastructures de sport avec des stades gigantesques. En Allemagne, vous avez ils aiment beaucoup le hockey. Vous avez vous avez des salles. Donc c'est un lieu de vie. Alors je crois qu'il y a un club parisien qui veut construire un grand stade. Je pense qu'il a l'ambition de construire tout un hub autour et de créer un nouveau pôle d'attractivité. Donc, il y a, autour du loisir, il y a peut-être une marge, parce que moi, j'ai quand même tendance, malheureusement, à penser que le gâteau se réduit très fortement s'agissant des achats de produits. Donc, ça va être très compliqué. Donc, si on ne veut pas
que toutes les boutiques ferment, qu'on aille tous acheter dans des dark stores pour l'alimentaire et puis sur Internet dans des plateformes étrangères, effectivement, il va falloir réfléchir, il va falloir peut-être baisser les loyers, mais il va falloir, c'est vrai, soutenir ce commerce physique parce que le gâteau se réduit, donc il y a moins à se partager, et donc il va falloir sauver pas mal d'endroits. Pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je crois beaucoup à l'hybridation des usages. On parlait des gares, mais vous avez raison de parler des stades aujourd'hui. Voilà, enfin, on ne va pas à un stade que pour aller voir un match de foot ou de rugby. On y va aussi pour consommer. On pourrait consommer, on pourrait avoir des cabinets médicaux, etc. Moi, il y a la philosophe Gabrielle Alpern qui a beaucoup travaillé sur ces sujets d'hybridation. Et en fait, aujourd'hui, il faut arrêter dans une société de silos. Il faut vraiment hybrider l'ensemble des usages. Et autour de ces usages, le commerce, bien évidemment. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir été autour de cette table. Bon, j'ai bien compris que je n'ouvrirai pas ma boutique de prêt-à-porter tout de suite, mais c'est pas grave. Vous avez tué la suite de ma carrière, n'est-ce pas? Merci à vous trois d'avoir été dans cette émission. On poursuit ce programme avec un lieu aussi mythique que mystérieux. Henri-Georges Clouzot en a fait un film. L'écrivain Georges Simenon l'a popularisé avec son célèbre personnage, le commissaire Maigret. Le 36 quai des Orfèvres est l'un des endroits les plus énigmatiques du 1er arrondissement de la capitale. Un bâtiment néoclassique qui abritait la direction régionale de la police judiciaire et qui se trouve au cœur du livre dont nous allons parler et dont nous recevons l'auteur tout de suite. Bonjour Claude Cancès. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous sortez ce livre absolument passionnant, Histoire du 36, dans une version revue et actualisée. C'est aux éditions Mareuil. Sorti en 2010. Absolument. Et puis là, vous l'avez enrichi, notamment avec les nouveaux crimes qu'on peut effectivement consommer dans ce livre. Je précise que vous êtes resté 35 ans à la tête du 36. Vous auriez pu faire une année de plus pour le symbole quand même, non? Oui, c'est ça qu'on me dit souvent. C'est vrai, alors, franchement. Vous êtes parti en retraite, c'est pour ça, non, que vous avez quitté cette institution? Non, pas du tout. Non, qu'est-ce qui s'est passé alors? J'étais atteint par la limite d'âge. C'était la limite d'âge, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Je termine. Je l'ai réédité avec un de mes amis, Charlie Diaz, qui est un type fabuleux, qui est passé au Quai des Orfèvres pendant quelques années, et qui est un historien d'un grand talent. Voilà. Absolument, exactement. Et puis, c'est vrai que c'est très riche. On apprend absolument tous les secrets du 36, avec beaucoup d'anecdotes, avec des affaires mythiques dont on va parler au cours de cet entretien. Mais qu'est-ce qui vous a donné, à un moment donné, envie de prendre la plume pour raconter l'histoire du 36? C'est vrai, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est quand même un lieu mythique qui a été raconté dans la littérature, au cinéma. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apporter votre pierre à l'édifice? C'est très simple. Ma femme et moi, nous avons un fils. C'est la 8e merveille. Bien évidemment. Qui s'est marié en 2009. Et quelques jours après son mariage, un tête-à-tête, il me dit « Papa, ce serait tellement sympa si tu écrivais ton vécu. » Et il se trouve que Charlie Diaz, 3 jours après, qui était chez un éditeur, m'appelle pour me dire « Voilà, on cherche un collègue qui a travaillé longtemps au 36 et pour écrire l'histoire du 36, pourquoi pas toi ?» C'est parti comme ça. Et c'est tombé sur vous, mais c'est vrai que c'est passionnant parce que vous revenez aussi notamment sur l'occupation, cette période durant laquelle le 36 a continué à exister, n'est-ce pas? Vous revenez également sur des affaires mythiques, sur un siècle d'enquête finalement. Comment vous avez fait pour documenter ce livre? Parce que je ne vais pas révéler votre âge, mais vous n'avez pas l'âge du 36 non plus, n'est-ce pas? Vous pouvez rêver. Oh, j'oserais pas. Franchement, je ne fais pas d'indélicatesse dans cette émission. Mais c'est vrai, comment vous avez fait pour le documenter, ce livre? Parce que vous avez dû vous-même enquêter, vous ne connaissiez pas tout, j'imagine. J'ai travaillé comme on travaille à la PJ, c'est un travail d'équipe. Vous avez enquêté? Tout ça, non, j'étais surtout entouré de collaborateurs, des collègues en activité et à la retraite, et pas un chapitre qui n'ait été écrit, vérifié par les collègues en activité ou à la retraite. Et j'avais une jeune journaliste qui était au musée de la préfecture de police, qui pendant des semaines m'a fait des synthèses sur les affaires du grand standard du crime, le Badabono, Dr Potio, etc. dont vous parlez, etc. Comment vous êtes retrouvé? Parlons un peu de vous. Comment vous vous êtes retrouvé dans la police? Parce que vous avez une carrière quand même qui est incroyable. Je revenais de mon service militaire en Algérie. J'avais 23 ans et à cette époque-là, la police pour moi, c'était pas comme ma tasse de thé. Pourquoi vous vouliez pas devenir policier? L'empêcheur de tourner en rond, j'étais un petit peu... C'est ceux qui vous mettaient des PV, quoi. Anarchiste sur les bords, etc. Et il fallait que je travaille. Mon père, ancien militaire. Et puis j'étais pion à Beaucaire, dans un Beaucaire à côté de Tarascon. Et en sortant du collège un soir, une grande affiche sur la mairie de Beaucaire, la préfecture de police recrute des officiers de police. Adjoints, je n'avais que mon bac en poche, mais bachelier, et puis en dessous, en grosses lettres. La police, c'est un métier d'homme.
Je précise tout de suite que c'est pas cette phrase qui a été déterminante, puisque je m'honore d'avoir fait partie, avec mon collègue Jean Cial, de ceux qui ont fait venir pour la première fois une femme à la brigade criminelle. Et croyez-moi, ça a été quelque chose, ça a été C'était compliqué très compliqué. De l'imposer, Et ouais. maintenant, elles ont fait leur trou. Absolument, vous avez raison. Maintenant, elles sont nombreuses. Oui, donc je suis tombé, si vous voulez, Oui. dans la marmite du 36, tout à fait, par hasard et par nécessité. Ouais. Et je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus beau métier. Ouais. J'ai eu la chance et le hasard, deux mots qui reviennent souvent dans mes livres. Ma gersoise, j'ai épousé une gersoise, j'étais inspecteur à la brigade mondaine à ce moment-là, et entre une nuit au boulot et une nuit de Java, je ne pensais pas du tout passer le concours de commissaire. Puis j'ai connu ma gersoise, j'ai eu une vie un peu plus... Et votre gersoise, elle a facilement accepté le fait que vous travaillez au 36 parce que c'est un peu prenant quand même. Elle a été extraordinaire. Je dis toujours que ce métier, il y a des célibataires qui font de brillantes carrières, mais il faut avoir un port d'attache. Le marin qui, à travers les océans, revient au port, s'il ne recharge pas les accus auprès de son épouse, de sa famille, ça ne va pas. Ouais. Et mon épouse était extraordinaire. Un exemple très concret. Quand j'étais chef d'un anti-gang, de temps en temps, fusillade dans Paris, bon, commissaire à Cancel, j'arrivais à la maison, je m'attendais à une femme en pleurs. Oui, bien sûr. Souriante. Tu as écouté la radio, chérie? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a menti toute sa vie. Parce qu'elle l'écoutait, elle le savait. Elle a compris que si, au stress du boulot, elle rajoutait le stress à la maison, c'était fini. Et ça, elle vous l'a dit plus tard. Elle vous l'a dit plus tard qu'elle vous a menti. Et donc, j'ai vécu pendant 35 ans une belle aventure. Je vis depuis 2010 une seconde belle aventure à travers mes bouquins, mes conférences. Je vais dans des lycées, des collèges, je rencontre des jeunes formidables. Grâce à mon fils, vous voyez, la famille, ça c'est... C'est le pilier, effectivement, de votre vie professionnelle et personnelle à la fois. Et c'est vrai que vous parliez du 36 quai des Orfèvres. La première fois que vous franchissez le pas de cette institution, c'est le 2 mai 1963. Au moment où vous franchissez ce bâtiment, les portes de ce bâtiment, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous êtes lieutenant contractuel, je crois, à ce moment-là. Oui, c'est ça? Oui. Je ne réalise pas vraiment... 36, j'avais lu quelques romans de Simon Orme, enfin, j'ai réalisé, surtout le jour où j'ai monté ces escaliers pour aller à la brigade mondaine. Ouais. Là, où je suis resté pendant 9 ans, une belle école de la vie, la brigade mondaine. Oui, j'imagine que vous avez dû effectivement vivre des expériences assez étonnantes à la brigade mondaine. C'est vrai, tout le monde a oublié, mais à l'époque, l'homosexualité, c'était un délit. Oui, vous avez raison. Un groupe qui chassait les homosexuels. Hein. Oui, c'est vrai. Vous avez vécu cette période-là, effectivement, oui. L'adultère était un délit. Oui, il y avait un groupe qui s'occupait des affaires dites recommandées. Et le ministre, dont la femme, qui était cocu, si je puis dire, oui, bien sûr. Il a envoyé son garde du corps déposer plainte au commissariat, procureur. Oh, le ministre, c'est la mondaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y avait une façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Peut-être qu'ils auront cette idée-là, aujourd'hui on ne sait pas. Oh, c'est une plaisanterie, bien évidemment. Comment vous êtes devenu patron du 36 quai des Orfèvres, quand même? Parce qu'on ne devient pas patron comme ça. Je vous ai dit, le hasard et la nécessité. 9 ans de brigade mondaine, je passe le concours de commissaire. À la sortie de mon concours, je suis nommé adjoint dans ce qu'on appelle une brigade territoriale, la PJ locale, le 15e arrondissement, et nommé à la tête de la criminelle Pierre Ottavioli, qui avait été mon patron à la mondaine. Il voulait un petit peu rajeunir ses cadres, il fait venir deux jeunes collègues dans moi. Et je me suis retrouvé à la criminelle pendant 4 ans. Où là, j'ai vraiment vécu, nous avons vécu des affaires extraordinaires, les enlèvements, l'affaire de Breuil, etc. Absolument. Et est-ce qu'il faut être proche du pouvoir politique lorsque l'on occupe ce type de fonction? Est-ce que c'est un rôle éminemment politique? Je vais vous dire. La différence entre un homme politique et un policier, c'est qu'un homme politique, et je pense au ministre de l'Intérieur, passe. Oui. Le flic, il reste. Bien sûr. Et la France a la chance d'avoir une police et une gendarmerie efficace. Et la période que nous traversons à l'heure actuelle, on va se rendre compte que vraiment ce sont deux institutions qui tiennent la route. Avec mon ami Charlie Dalle, nous sommes retournés au 36 pour cette réédition. Je peux vous dire que j'ai retrouvé quelques anciens collègues qui sont encore là. Mais tous ces jeunes collègues qui arrivent sont passionnés par leur boulot. Et la politique, ça passe vraiment au-dessus de leur tête. C'est le boulot, la passion du boulot. Mais à aucun moment, cette fonction, parce que vous, c'est vrai que vous étiez apolitique. Hein. Vous êtes arrivé sous François Mitterrand, je crois que c'était en 93, c'est ça, la première fois que vous êtes devenu patron du 36 quai des Orfèvres. C'est très simple. J'ai été nommé en janvier 93 par la gauche. Or, la gauche savait qu'au printemps, la droite allait gagner les élections. Donc, il y a un conseiller technique de Mitterrand plein de bon sens qui a dit au président de la République qu'il ne faut pas, parce qu'on est nommé par un décret. Oui, bien sûr, présidentiel. Et il ne faut pas nommer un socialiste parce qu'il sera déboulonné à l'arrivée de la droite.
Effectivement, quand le préfet de police me dit « Vous êtes mon candidat, vous êtes considéré comme un policier avant tout, pas d'étiquette politique, même si mes amis savent que j'ai été élevé sous le régime de Gaulle, oui, et bien que sûr. mon père, ancien militaire, j'ai toujours été gaulliste. C'est facile de dire ça. Maintenant, tout le monde est gaulliste, de la oui, bien droite sûr. jusqu'à la gauche. Absolument, tout le monde se revendique de Charles de Gaulle. Et pourquoi le 36 quai des Orfèvres suscite-t-il autant de passion? C'est vrai que dans les films, dans les livres, tout le monde en parle. C'est très simple. Simenon, à travers son personnage, Maigret a fait connaître le 36 au monde entier. Vous savez, à l'époque, vous savez, le 36 a déménagé, ils sont 36 nations maintenant. Exactement. À l'époque, lorsque les touristes passaient devant le 36 quai des Orfèvres, demandaient au gardien de la paix, est-ce qu'on peut visiter le bureau de Maigret? Et Simenon a vécu un moment au 36 et s'est inspiré de 2 commissaires pour créer son personnage. Et aujourd'hui, on est d'accord que le 36 quai des Orfèvres abrite la BRI, c'est ça, la Brigade de recherche et d'intervention? Depuis 64. Voilà. Oui. Et quelles sont les affaires, vous, à titre personnel, qui vous ont particulièrement marqué? Parce que vous en racontez beaucoup dans ce livre, mais j'imagine qu'il y en a certaines quand même qui vous ont particulièrement ému, surprise peut-être? Alors, il y en a une. Vous savez, lorsqu'on fait ce boulot, on sait que c'est un métier à risque. On sait, lorsqu'on a des responsabilités, que les gens, les collègues que vous avez sous vos ordres risquent aussi. Et le 31 juillet 1978, fusillade à l'ambassade d'Irak. C'est un Palestinien qui est retenu pendant toute la journée, quelques membres de l'ambassade. Il se rend en fin d'après-midi. J'étais jeune commissaire à la CRIM. Il était sur place, la CRIM pour l'enquête et la BRI pour le côté opérationnel. Il se rend en fin d'après-midi. Otavioli avait demandé à ce qu'on amène sa voiture. Il se met au volant. Moi, à côté de lui, les gens de la BRI mettent le terroriste à bord de la voiture. Et à ce moment-là, ce qu'on ne savait pas, c'est que l'ambassadeur d'Irak avait donné des instructions à ses gardes du corps de tuer le terroriste. Et donc, il y a eu une fusillade énorme. D'ailleurs, si vous allez sur le site INA, c'est encore impressionnant. Otavioli et moi, on s'est couchés dans la voiture, on était comme dans un cercueil. La fusillade s'arrête, on sort, et moi, à mes pieds, j'avais Jacques Capella. Inspecteur divisionnaire. Alors, figurez-vous que ce Jacques Capella, de l'autre côté, il y avait Roland Séjar, 2 copains de promo, on avait débuté ensemble à la brigade mondaine. Jacques Capella, le 31 juillet 1978, était de congé, il reprenait le 1er août. Il rentre la veille, il entend à la radio ce qui se passe, il appelle son service, on lui dit tes collègues sont sur le terrain, sans qu'on lui demande, il est venu. Il en est mort. Ça, si vous voulez, c'est une affaire que nous ne pouvons oublier. Ça vous a hanté pendant longtemps après cette affaire? Toujours, j'y pense toujours. Et puis, si vous voulez, pour une affaire un peu plus heureuse, dans laquelle j'ai eu qu'une modeste participation, c'est la prise d'otage dans l'école de nuit, Human Bond. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'on fait ce métier, tout ce qui touche à l'intégrité physique, au moral des enfants, on y est tous très, très sensibles. Et là, on a eu pendant plus de 41 heures, une classe de maternelle, 21 gosses tenus par ce fameux Human Bond, qui menaçait de faire sauter, il avait sur lui de l'explosif, c'était pas bidon puisque les ingénieurs de labo, à travers une vitre, avaient pu voir le dispositif qu'il avait établi. Et notre hantise, ça a été que, sous l'effet de la fatigue, il appuie sur le bouton qui conduisait voilà. Parce que il y avait un décalage énorme entre les menaces qu'il proférait à travers les écrits qu'il avait amenés et son comportement vis-à-vis des gosses. On sentait qu'il ne voulait pas faire de mal aux gosses, mais à tout moment, il pouvait, sous l'effet de la fatigue, faire sauter les cas. Lorsqu'il a été libéré, lorsque les derniers gosses ont été libérés, on a respiré. Évidemment, Human Bond a été tué dans des conditions on ne peut plus normales, puisque l'inspecteur qui s'est approché, il a bougé, il a vu, mais il y a une polémique s'est instaurée. On a assassiné Une dernière question que je voulais vous poser, Claude Cancès, parce que c'est vrai que la criminalité et le banditisme en général a beaucoup évolué au fil des années, au fil des décennies. Quel regard vous portez justement sur cette évolution? Je sais que vous avez affirmé à de nombreuses reprises qu'à l'époque, en tout cas, lorsque vous étiez en fonction, il y avait une sorte de respect entre les flics et les voyous. Aujourd'hui, est-ce que ce respect existe encore et est-ce que ça a beaucoup bougé? Ça a beaucoup bougé. Vous savez, à notre époque, la délinquance a toujours existé. Des jeunes délinquants, il y en avait, mais des mômes qui, à 18 ans, à l'âge de 18 ans, n'ont connu comme école de la vie que le deal, que la rue. au pied de la mer, et qui savent à peine lire et écrire,
c'est fabuleux. Qui ne savent pas se servir d'un Kalachnikov, mais qui montent sur un braquage, peuvent tuer. Vous savez, dans l'affaire de la crypto-monnaie, on a vu au mois de mai cette brave dame qui a failli être enlevée. Heureusement, on a eu affaire à des jeunes. Qui étaient inexpérimentés, très clairement. Oui, mais, comment dirais-je, ils étaient pas très bons. Oui, c'est des bras cassés, mais ils sont capables aussi de faire pire, de tuer. Bien sûr, absolument. C'est ça. Et là, assainissement de la société, l'éducation et l'éducation. J'ai une seconde. Une seconde, vraiment une seconde. Très rapide, parce que là, oui, alors vous êtes en train de perdre votre micro. Alors attendez, je me permets, parce que je suis aussi technicien, figurez-vous. J'ai fait des études dans les écoles d'audiovisuel. Je vous écoute. Je tiens beaucoup au rapport des renseignements généraux que je cite dans ce livre, page 494, dont je vous lis la conclusion. Oui. Les indépendants économiquement, on parle du quartier du Mirail à Toulouse. Oui. Ces groupes de délinquants ont totalement renoncé à l'idée d'un emploi et rompu avec les valeurs de notre société. Oui. Ils sont autonomes et sans moindre relation avec l'univers social, institutionnel. Ils ignorent, le méprisent et le contournent. Le tissu associatif n'a plus aucune prise sur eux. Certains mineurs délinquants font vivre leur famille et bénéficient de la complicité passive des parents. Conclusion, face à ces nouveaux types de délinquants, les outils traditionnels de réinsertion sont dépassés. Inefficaces, j'allais Rapport dire, 1990 RG. Et vous voyez, c'est d'actualité. Exactement. Et on est en pleine actualité. Voilà, on n'a pas beaucoup bougé. Merci beaucoup, Claude Cancès. Merci d'avoir été autour de cette table. Je rappelle le titre de votre livre que l'on peut retrouver aux éditions Mareuil, Histoire du 36. C'est une version actualisée et revisitée que vous venez nous présenter. Merci d'avoir été autour de cette table et on termine cette émission avec votre chronique Par ici les sorties. Allez, il est temps pour nous d'accueillir notre bonbon de la semaine, celui que vous attendez avec impatience, celui que j'ai présenté tout à l'heure en introduction comme le rockstar des sorties. Et ce bonbon, je l'ai nommé Bernard Babkin. Bonjour Bernard. Bonjour. On va vous déballer aujourd'hui, on va vous croquer, parce que là, vous avez du lourd à nous proposer. Vous êtes journaliste. Alors, croquez-moi. Vous n'attendez que ça, n'est-ce pas? Vous êtes journaliste à Madame Figaro. C'est un bon week-end. Commence très bien cette chronique. Alors, vous allez nous parler... vous allez nous parler de Babel, j'espère, parce que moi, vous m'avez donné l'eau à la bouche quand vous m'avez annoncé le programme. C'est une création signé Mourad Merzouki. Alors ça se passe, déjà je voudrais vous interroger là-dessus, parce que ça se passe au Bon Marché Rive Gauche. Alors ça y est, maintenant on peut danser dans les grands magasins, c'est ça? On peut danser. Là, les spectateurs dansent pas, mais il y a des spectacles. C'est la troisième année au Bon Marché. La troisième année, alors c'est un rêve un peu d'enfant et un rêve d'ado et de jeunes adultes aussi, d'être enfermé dans un grand magasin la nuit quand les clients sont partis. Oui, c'est ce qui se passe. Rêve, si, c'est un rêve dans un grand magasin. Vous rêviez de ça, vous? On peut se dire, on a tous les rayons, on essaye tout. Il y a un dans les temps modernes, il y a Charlot qui est enfermé dans un grand magasin, il essaye tous les lits. C'est vrai, c'est vrai. On peut avoir ce rêve-là, chacun ses rêves. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, là, ça arrivera. On est enfermé dans le Bon Marché, et à 21h, les clients sont partis, et il y a une scène au milieu du Bon Marché. Ça fait la troisième année. La première année, c'était un truc policier. On se promenait dans le Bon Marché à la recherche d'un assassin. La deuxième année, c'était un cirque en position frontale, avec une scène. Et là, c'est une scène comme ça, à 360 degrés, avec donc Mourad Merzouki qui a été invité, c'est un chorégraphe qui aime bien mélanger les genres, le cirque, le hip-hop, la danse. Il vient du hip-hop, lui, à la base, il vient du hip-hop, il est danseur, chorégraphe, il adore le cirque, il adore le sport aussi, mais souvent aussi des mouvements de sport. Il a chorégraphié la nage... aux Jeux Olympiques, absolument, vous avez raison. La nage synchronisée, c'est ça. Plus si on ne dit pas autrement la nage. La natation synchronisée, je crois, c'est ça. Bon, donc il a fait ça. Et là, il a fait un spectacle autour de la tour de Babel, donc la mythique tour de Babel. Donc c'est autour du mythe de Babel, j'imagine, au regard du titre. Donc l'idée du mythe de Babel, c'est que la tour de Babel n'est jamais construite parce que tout le monde s'engueule. C'est ça, personne ne se comprend. Donc lui, c'est ça, c'est au début, il y a cette tour, on essaie de construire, on la voit, et puis les gens se disputent, ça ne marche pas, ils retombent, ils remontent, ils retombent, ils remontent. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ils découvrent le langage de la danse. Et la danse est un langage universel. Et grâce à ce langage universel, lui, Mourad Merzouki, il réussit à construire la tour de Babel. Et donc, il construit petit à petit cette tour de Babel qui, à la fin, existe. Et donc, il y a un message quand même un petit peu gentil au milieu de tout ça, c'est que la danse, c'est un langage universel, et c'est surtout, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compréhension, l'union fait la force, et on peut faire de belles choses. On peut faire de belles choses. Et ce qui est dingue, c'est que d'ailleurs, derrière l'atelier Rive Gauche, j'ai remarqué, le Bon Marché Rive Gauche, c'est la rue de Babylone derrière. Ça, c'est étonnant, vous voyez. Ça s'appelle Babel, et derrière non, mais attendez, mais moi, j'ai
je vois des signes partout, vous voyez. Mon Dieu, vous êtes intelligent. Attendez, mais c'est surtout que je vois des clins d'œil. Je me suis dit, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard. Voilà. Là c'est fait. Donc ça s'appelle Babel. Alors, c'est un spectacle, il faut aimer le cirque quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de circassiens. Ils mélangent des danseurs et des circassiens. Il y a un peu du hip-hop au sol. Donc si on aime le cirque, il y a des numéros de cerceau. Enfin, il y a de beaux numéros. C'est un spectacle assez familial finalement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est des danseurs qui sont issus du cirque, c'est ça? Pas forcément? Non, ça peut être des circassiens purs hein, qui savent danser ou des danseurs qui font un peu de gymnastique. Voilà, ils mélangent le tout et ça construit une tour. Alors maintenant, vous allez nous parler d'autre chose. Ah bon? Du théâtre de l'œuvre. 1 heure à attendre, ça fait beaucoup quand même. On attend qui exactement? Là, on attend une femme. Ah ouais? Et elle arrive quand même à un moment donné ou moi, je vous dis rien. Hein, vous voulez pas me divulgacher la pièce? Non, il faut aller au théâtre. Ça commence un peu comme Winter. C'est avec, c'est avec Nicolas Vaud, un acteur, et Thierry Frémont, l'autre. Il y en a un qui est le mari d'une femme, et l'autre l'amant de cette même femme. Et ils se rencontrent? Et ils se rencontrent. Et ils se tapent dessus? Eh bien, ils discutent surtout. Ah, ils discutent? Ils discutent. Et ils ont 1 heure à attendre que cette femme arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des dialogues très, très ciselés, très étincelants, qui peuvent faire penser un petit peu à Sacha Guitry, par exemple. Et il y a de bonnes réflexions, de belles réflexions sur qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un, comment on peut aimer quelqu'un, qu'est-ce que c'est que le désamour, qu'est-ce que c'est que la tromperie, et qu'est-ce que c'est que la jalousie. Et donc, voilà, ces deux, entre le mari et l'amant, il se passe des tas de choses, ils se racontent des tas de choses. Je ne peux même pas vous révéler, parce qu'il y a un rebondissement toutes les 20 minutes. Mais c'est pas du boulevard, alors, parce que quand on lit le synopsis sur le papier, on a l'impression que c'est du boulevard. Non, mais c'est quoi pour le pour moi, le boulevard, c'est quand ça claque dans tous les sens, quand il y a l'amant qui est planqué dans le placard. Personne ne se planque, là, les deux, ils sont là, ils boivent du whisky, et ils se racontent, et chacun essaye de posséder l'autre. Donc, et ça ne se bat pas, ça c'est étonnant, c'est quand même une version assez naïve de l'adultère, excusez-moi, non? Ben non, mais on n'est pas obligé de se battre. Ah si, franchement. Non, mais... venez chez moi, vous allez voir. Non, mais là, vous verrez qu'il y a des échanges, c'est très spirituel, hein, c'est très fin, il y a des dialogues extrêmement percutants, et c'est magnifiquement joué par Thierry Frémont, qui fait l'amant, qui est dans le rôle de l'amant, et Nicolas Vaud, qui est très ironique, très drôle, très comme ça, et qui, chacun essaie de manipuler l'autre. Et qui va gagner? Est-ce qu'il n'y aura pas de l'eau dans le gaz si on va voir ça avec sa compagne? Non, ça va? On ne va pas se poser des questions à la sortie de la salle de spectacle? Non, mais ça vous donnera de bonnes réponses. Ouh là 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 là, malheur, c'est peut-être pas forcément une très bonne idée, alors. Allez-y, je veux dire. Alors, il faut préciser que c'est pour 20 représentations seulement. 20 représentations, donc il faut y aller. Ça a été un gros succès au Festival d'Avignon. 20 représentations, et ils cherchent après peut-être un autre théâtre. Enfin, voilà. Donc, pour le moment, 20 représentations, il faut y aller. Il faut y aller. Et vous vouliez aussi me parler de son odeur après la pluie au Lucernaire. Alors, est-ce que c'est une pièce qui sent bon, son odeur après la pluie? Parce qu'on voit tous à peu près à quoi ressemble une odeur après la pluie, n'est-ce pas? C'est jamais très agréable. Bah, surtout une odeur de chien mouillé. Hein. Ah bah oui, ça sent un peu le goupil, normalement. Non, mais c'est faux, on rigole, on dit ça, mais une odeur, là c'est l'odeur du chien, parce que c'est une histoire d'amour avec un chien, enfin d'amitié avec un chien. Une histoire d'amour avec un chien? Non, une histoire d'amitié forte avec un chien. Vous n'avez pas de chien? Bah j'ai un chien, mais j'ai une histoire d'affection tout au mieux. Mais... Affection, j'ai pas employé le bon mot. C'était un roman qui a eu énormément de succès. C'est un roman de Cédric Sapin Dufour qui a eu beaucoup de succès il y a 2 ans. Et là, donc dans le livre, c'est un peu son histoire à lui. C'est l'histoire qu'il adorait les chiens petits, il n'en avait pas quand il était petit, il en a eu après, plus tard. Et ça se passe à la montagne, ça parle de la nature, ça parle des arbres. Là, il y a une Alors là, c'est adapté, adapté pour la scène, et c'est une fille, une femme qui joue le rôle, elle est seule en scène, qui joue le rôle principal. Elle fait un petit peu tous les rôles. Il y a une magnifique scénographie. On se croirait dans une forêt, une forêt enchantée. Donc il y a des bouleaux comme ça, et elle se promène au milieu de tout ça, et elle nous raconte, j'ose plus dire amour, mais cette amitié forte qu'elle a avec un chien. Disons ce lien passionnel que l'on peut entretenir avec son animal de compagnie. Son animal de compagnie, et aussi avec la nature. Et puis c'est tout le long de sa vie, donc ce chien va évoluer aussi avec elle. Et cette passion, c'est une ode à la nature, sa passion avec les arbres, elle va embrasser les arbres, ne soyez pas ironique. Écoutez, tant qu'on en reste que là, ça va. Il y a l'odeur des champignons. Non, parce que vous rêvez de vous balader
balader dans un magasin seul la nuit. Mais est-ce que vous rêvez aussi d'embrasser les arbres? Je sais pas. Hein, moi, alors très franchement, je pourrais le faire. Ah oui, embrasser les arbres. Oui. Le jour où vous faites ça, filmez-vous quand même. Hein, ça me permettrait d'avoir des archives qu'on pourrait rediffuser plus tard. Ça m'intéresse. Non, mais c'est une pièce. Alors, il y a un texte, c'est très littéraire quand même, le texte au départ. Il y a une belle adaptation. Ouais. C'est assez lyrique, c'est assez poétique. Il faut aimer tout ça. Il faut aimer les arbres, les chiens, la poésie. Le seul problème, c'est qu'en sortant, on a envie d'adopter un chien. Ah ouais, bah oui, j'imagine, vu la relation qu'il y a apparemment sur scène entre le chien et l'homme. Merci beaucoup Bernard Babkin, merci d'avoir été sur ce plateau et merci pour toutes ces recommandations. Franchement, j'ai envie d'aller tout voir. Hein. Ah bah tant mieux. Moi, merci. Je file à la SPA. Journaliste culture à Madame Figaro, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et soyez là dès lundi puisque Victoire Sicora reprendra les rênes de cette émission. À très vite sur le Figaro TV.